si tu achètes à la Côte d'Azur, tu vas avoir un emplacement souvent qui sera de très bonne qualité. Et donc, ça veut dire que tu vas acheter un bien qui sera cher, mais par contre, qu'il y aura une liquidité qui pourra être importante. Une localité, donc un endroit où on veut s'implanter, peut être une stratégie à long terme. Par exemple, Paris, tu me dis d'accès, voilà, Paris 16e, c'est hyper cher. Est-ce que si moi j'ai un souhait à long terme d'investir dans Paris 16e, est-ce que c'est quelque chose qui peut être cohérent? Quel impact va être l'investissement sur ta fiscalité? Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir également en amont et ne pas arriver tête baissée et faire ton investissement sans considérer les impacts que cela va avoir sur ta fiscalité. Tu vas faire une économie sur le salaire que tu vas payer, mais peut-être que ça va se faire au détriment de la qualité du travail qui est réalisé. Tu vas faire de la location dans le sud, c'est bien beau. Mais si tous les week-ends ton colocataire il t'appelle parce qu'il y a des fuites d'eau, c'est invivable quoi. Il y a beaucoup de gens qui prennent les agents immobiliers comme des voleurs. Au final, moi je vois un peu ça de l'inverse. C'est-à-dire que moi je permets à quelqu'un de vivre dans un logement qui est sain, qui a un bon PEB, dans lequel il se sentira bien. Et en fait, c'est donnant-donnant. Pour beaucoup de personnes, à mon sens, il est possible, au moment de la retraite, qui leur est prévu, alors ça paraît pas un exemple très sexy, mais néanmoins, il est possible pour quelqu'un qui aujourd'hui a 25 ans, de faire en sorte qu'au moment de sa retraite, on va dire à 65 ans, il puisse avoir 5 6 000 euros de revenus issus de ses biens à ce moment-là. C'est quelque chose qui est, je vais dire, façon de parler, presque à la portée de tous. Mais si la personne n'a pas un plan, simplement les années avancent, la personne vieillit, et puis elle se retrouve à 40, 45, 50 ans, à se dire « Ah, c'est trop tard et c'est plus pour moi ». Alors que si elle s'était laissé cet horizon qui est sur 30 ans, qui peut paraître un horizon qui est long, mais ok, j'ai cet objectif dans 30 ans, comment aujourd'hui je vais mettre en place des actions sans qu'en réalité ça soit réellement difficile pour arriver à cet objectif de long terme. Alors évidemment, on peut avoir des objectifs qui sont plus ambitieux, et donc plus ambitieux soit à la fois en termes de revenus et en termes de rétrécissement de la durée, mais sans plan, il est impossible d'arriver nulle part. D'ailleurs, les navigateurs voyagent avec une carte et une destination précise. Ils ne voyagent pas à vue. Quand ça vue de nez, ça se passe pas très bien le voyage. Voilà. Mais une chose donc tu as parlé qui est important, c'est la notion de temps. Je pense que beaucoup de gens oublient que l'immobilier, ça prend du temps. Peu importe ton plan, peu importe les moyens que tu as. Voilà, on en a discuté tout à l'heure. Faut prendre du temps pour se lancer dans l'immobilier. C'est pas quelque chose que tu vas faire comme ça sur un coup de tête. Donc première chose, établir son plan. C'est la base de tout. Est-ce que dans l'établissement du plan, tu parles du fait de savoir si on va faire de l'achat-revente, de la location, ou on rentre pas encore dans ces critères-là? Ça, en réalité, c'est juste les moyens. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que tu vas faire à moyen terme ou à court terme. Parce que souvent, ton plan sur le long terme, c'est certainement d'obtenir un certain revenu ou avoir un certain capital, qu'il soit liquide ou qu'il soit en immobilier. Et donc, à moyen terme, à court terme, tu devras mettre en place des choses. Et effectivement, ça peut passer par de l'achat-revente, ça peut passer par des choix locatifs, par un réarbitrage nécessaire de ton patrimoine, en effet. Mais il est important d'avoir déterminé, quel est l'étoile polaire, quel est l'endroit vers lequel je veux arriver à long terme. Ensuite, le deuxième point, il me semble essentiel, et malheureusement, beaucoup de personnes font des achats qui sont émotionnels, c'est de sélectionner des biens qui sont en dessous du prix du marché. Donc ça sous-entend qu'il faut connaître un minimum le marché, donc il faut faire des études, et que c'est encore une fois pas quelque chose que tu vas faire sur un coup de tête, juste parce que le jour J, tu as l'argent pour investir. Exactement. Et donc, pour sélectionner des biens qui sont en dessous du prix du marché, il faudra d'une part analyser, quel est le prix du marché d'un côté, quel est le prix mètre carré du bien que j'achète, et en contrepartie, quels vont être les travaux que je vais devoir effectuer dedans et quelle enveloppe ça va représenter. Et souvent, on sous-estime cette enveloppe travaux parce qu'il y a nécessairement des imprévus. Et donc, au final, quel va être mon prix de revient et où est-ce que ça vient s'inscrire par rapport au prix du marché. Et beaucoup de gens, et je l'ai fait d'une certaine manière lors d'un premier investissement, par méconnaissance du prix réel du marché, se retrouvent avec des biens qu'ils ont parfois achetés trop cher. Et quand tu l'as acheté trop cher, ça va être assez difficile, c'est toujours faisable, mais ça va être assez difficile de pouvoir corriger le tir. Donc déterminer le prix du marché et comment on va aller faire une opération qui sera intéressante de ce point de vue-là. Ensuite, la sélection des emplacements. Ça a un peu en rapport avec le point 2, c'est un petit peu lié. Oui, bien entendu, parce qu'un emplacement va avoir un prix, mais quel est le sens de l'emplacement que je sélectionne aujourd'hui? Est-ce que je sélectionne un emplacement de faible qualité et donc peut-être qui présentera des problèmes de liquidité, mais qui à court terme me présentera un rendement qui peut être intéressant, ou je vais sélectionner des endroits
de meilleure qualité, qui vont me présenter un rendement qui sera plus faible en termes de loyer perçu par rapport au prix d'achat, mais qui vont avoir une liquidité qui sera supérieure. Et donc, le fait d'être conscient de son emplacement, c'est quelque chose qui est qui est essentiel. J'ai choisi à cet endroit-là, d'accord, mais quels sont les tenants et les aboutissants de la situation géographique vers laquelle je m'oriente. Je vais te donner un exemple concret. Si tu achètes à la Côte d'Azur, tu vas avoir un emplacement souvent qui sera de très bonne qualité. Et donc, ça veut dire que tu vas acheter un bien qui sera cher, mais par contre, qu'il y aura une liquidité qui pourra être importante. Alors évidemment, je connais pas. Par liquidité, c'est tu vas le vendre vite. Le gain potentiel, ok. Ça dépend du type de bien. Je suis loin d'être spécialiste du marché de la Côte d'Azur. Mais voilà, c'est une destination qui est prisée. Tu vois. Et donc, où tu peux avoir des transactions qui se passent rapidement. Par contre, on va prendre la France, tu vas acheter un bien dans la diagonale du vide, dans la Creuse par exemple, tu vas avoir peut-être une liquidité qui sera plus compliquée parce que tu as moins d'investisseurs, moins d'acheteurs qui vont se trouver sur ton marché. Et donc, tu dois être conscient de ça parce que si, à un moment donné, tu as besoin justement de liquidité, tu dois être conscient que tu vas rencontrer potentiellement des difficultés à vendre ton bien. Et donc, est-ce que ce choix-là, il s'inscrit dans ta stratégie, oui ou non ? Parce que tu peux très bien faire un achat dans une localité avec une liquidité qui est faible. Pourquoi pas ? Mais est-ce que c'est cohérent par rapport à la stratégie ? Et donc, on en revient au point 1. Dans le long terme, dans le moyen terme et dans le court terme, est-ce que ça va dans le sens de mes objectifs ? Mais du coup, il est quand même un petit peu plus intéressant de s'orienter vers des villes où on sait que potentiellement la liquidité peut être meilleure après l'acquisition du bien, non ? Mais je vais te donner oui et non. Parce qu'au final, c'est quand même plus simple. La seule différence, c'est que l'achat risque d'être un petit peu plus cher dans une ville qui... Voilà. C'est ça en fait. Okay. Et donc, si demain, tu n'as fait aucun investissement et que tu dis, moi, je vais investir Paris 16e, oui, tu vas certainement être bloqué. Ouais. Tu vas être bloqué et en fait, tu ne pourras pas faire ton achat parce que simplement, tu n'auras pas les liquidités pour le faire. Et donc, tu dois prendre en fait un certain nombre de paramètres en jeu pour te dire, ok, est-ce que c'est pertinent et est-ce que je peux le faire ? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ma situation ? Est-ce que tu coupes, mais est-ce qu'en termes de stratégie, une localité, donc un endroit où on veut s'implanter, peut être une stratégie à long terme ? Par exemple, Paris, tu me dis d'accès, Paris 16e, c'est hyper cher. Est-ce que si moi j'ai un souhait à long terme d'investir dans Paris 16e, est-ce que c'est quelque chose qui peut être cohérent ? Alors, ça ne rentre pas dans le cadre d'une stratégie, tu vois ? Parce que du coup, ça va passer par des achats plus accessibles, avec des liquidités un petit peu plus faibles, pour à terme avoir un capital plus imposant pour pouvoir investir enfin dans ce fameux 16e où moi j'aimerais éventuellement... Par exemple, ça peut être une idée, c'est-à-dire que tu peux dire, ok, moi je fais des investissements de moins bonne qualité, on va dire quality score B et ou C, et derrière, à un moment donné, quand ce patrimoine est remboursé en partie, je fais un arbitrage, je revends une partie ou la totalité et je vais faire de l'investissement en fait patrimonial dans des villes particulièrement chères. Mais voilà, à mon sens, il n'y a pas forcément de meilleure stratégie. Mais à mon sens, il faut quand même avoir beaucoup d'argent pour faire ça parce que je pense qu'il est important de pouvoir diversifier ton patrimoine. Et si derrière, on va dire, tu te retrouves avec un capital, je sais pas moi, de 3 millions d'euros, si tu investis à Paris 16e, tu vas pas investir beaucoup. Et donc, tu vas te retrouver peut-être avec tous tes investissements qui seront juste dans une seule localité. Alors que, à mon sens, il peut être intéressant de pouvoir diversifier également en termes de géographique et d'être peut-être aussi dans plusieurs pays. Mais pareil, tu vois, en ce qui me concerne, je souhaiterais avoir des investissements dans différents pays. Ça fait partie de mon objectif long terme. Mais à court terme... Tu as besoin d'investir ici pour l'instant. Voilà, parce que je peux profiter d'un effet de levier, parce que j'ai une certaine connaissance que je peux avoir du terrain, parce que c'est plus facile d'accès pour l'instant que j'ai pas la mobilité pour pouvoir gérer des investissements à distance. Et à terme, quand une partie de ce patrimoine sera payée, ou avant, je vais certainement faire un arbitrage dans le but d'aller placer dans différentes localités. Ouais, qui demandent d'autres connaissances sur le terrain, sur la fiscalité du pays à étudier, etc. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir, tu vois, toute cette réflexion en amont. Et on entend des personnes qui disent, oui, il faut diversifier, d'accord. Mais comment ? Mais si tu n'as rien, à partir du moment où tu n'as rien, tu vas diversifier, c'est très bien. Mais soit tu vas te retrouver limité parce que tu vas dire, ok, je diversifie, je fais, admettons, un investissement à Dubaï, un investissement à Marrakech et un investissement en France. Très bien. Tu te retrouves avec 3 appartements, mais in fine, tu n'as que ça.
Alors que tu aurais pu te concentrer, être dans de la concentration, dans du focus, dans une localité, et puis à terme faire un arbitrage et te retrouver avec beaucoup plus d'unités dans différentes localisations. Donc au final, ta diversification en immobilier, comme elle pourrait être en bourse, en fait, tu diversifies à partir du moment où tu as quand même une certaine quantité de biens ou un certain capital. Tu vas pas diversifier en bourse avec 3 000 euros, par exemple. Pour moi, c'est D'accord. pour moi, c'est le raisonnement qui me semble logique. Après, Ok. c'est pas un conseil. Mhm. Mais effectivement, Ouais, bien sûr. tu as 3 000 euros en bourse, tu vas diversifier en quoi? Mhm. Ouais, tu diversifies à partir du moment où il y a une somme conséquente et que là, bon, si ça tombe, ça fait un peu plus mal, quoi, on va Voilà. dire. Mhm, ok. Et parce que, de toute manière, la logique de l'investissement, et encore une fois, c'est pas un conseil, Mhm. mais la logique, c'est la suivante. C'est, tu vas te focaliser sur une niche, une manière de travailler. Tu vas développer du capital en prenant des risques. Mhm. Donc, prendre des risques, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas être diversifié. Ouais. Parce qu'en général, c'est comme ça que tu fais. Et donc, tu vas avoir un rendement qui sera plus élevé sur tes investissements. Et puis, quand tu as constitué ton capital, en fait, tu veux sécuriser ton patrimoine. Mhm. Et donc, mais tu peux pas dès le début alors que tu n'as rien sécurisé. Et donc, Ouais. quand tu veux sécuriser, à ce moment-là, tu vas chercher des rendements qui sont moins intéressants. Mais par contre, tu vas justement te diversifier d'un point de vue géographique dans le but d'être dans une stratégie de conservation de ton patrimoine. Mais si tu es dans la diversification dès le départ, ça veut dire que tu veux conserver, mais tu n'as rien à conserver. Mhm. Alors, c'est toujours relatif ce qu'on appelle rien. Oui, bien sûr. Mais Bien sûr. après, encore une fois, il faut distinguer ça des gens qui disent voilà, moi j'ai une maison en Belgique, je veux acheter une maison en Espagne parce que j'ai envie de me faire plaisir. Très bien. Très bien. C'est Mhm. pas du tout la même C'est chose. pas Là, de on parle vraiment l'investissement, de construction de d'investissement. patrimoine. Voilà, exactement. Mhm. Ok. Ensuite, un élément qui est essentiel, c'est de négocier des conditions d'achat qui sont avantageuses. Qu'est-ce que j'entends par conditions d'achat? Lorsque tu vas te retrouver euh, face à un bâtiment qui t'intéresse, souvent tu vas recevoir une offre des agents immobiliers, mais libre à toi soit d'utiliser ton propre modèle d'offre, soit d'utiliser l'offre des agents, mais derrière d'aller négocier des conditions qui vont t'intéresser, que ce soit en termes de délai, que ce soit en termes de garantie déposée, en termes de clauses et de conditions qui, toi, vont sécuriser ton achat et te mettre dans une posture qui sera intéressante pour toi et pas te retrouver pieds et poings liés par rapport à des délais qui ne te conviennent pas, de l'apport qui ne te convient pas Mhm. et par rapport à d'autres éléments de Est-ce ce que type. tu aurais un ou quelques exemples justement de conditions négociables? Parce que moi, par exemple, tu me parles de négocier des conditions. Je vois pas quelles conditions je peux négocier avec un agent immobilier. La banque, peut-être, parce qu'on avait déjà fait une vidéo où on a discuté, mais qu'est-ce que tu peux négocier avec un agent immobilier? Ou quelque chose qui est vraiment important à négocier selon toi avec un agent immobilier? Ouais. Ça, je peux pas en parler. Ok. Je pose une question, il ne veut pas répondre. Je- Ok. Non, ça, je ne veux pas en parler comme ça publiquement sur YouTube. Ok. On se Mais, revoit sur le Darknet, du coup. mais, Ok, ça mais marche. effectivement, il y a des éléments, il y a des conditions Ok, qui il y sont a des importantes. possibilités, d'accord. Ensuite, c'est important aussi d'optimiser ta fiscalité. Ok. Et donc, lorsque tu vas faire ton investissement, voir comment cet investissement, quel impact va être l'investissement sur ta fiscalité. Mhm. Tu vois. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir également en amont et ne pas arriver tête baissée et faire ton investissement sans considérer les impacts que cela va avoir sur ta fiscalité. Et donc là, ça peut être intéressant, effectivement, de se faire encadrer par, et ce sera un autre point qu'on abordera, mais de se faire encadrer par un expert comptable et dire, OK, voilà, moi j'ai ça comme projet, tu prends une consultation, j'ai ça comme projet, en faisant ce projet-là, quel impact ça va avoir sur ma fiscalité, comment ça va rentrer, vers quelle forme juridique je dois me tourner. Et là, je renvoie encore à la vidéo sur investir en privé En société ou en privé. ou en D'accord, société. c'est ça, Bon, ok. quand tu veux constituer du patrimoine, la réponse, elle est simple. Hein, tu C'est vas en investir en société. Mhm. Mais si tu es dans une démarche qui est plus petite, c'est important de savoir comment tu vas opérer. Et optimiser sa fiscalité et réfléchir à sa fiscalité, mais sans impacter la qualité de ton achat. Mais comment la fiscalité peut impacter la qualité de ton achat? Il faut te considérer que lorsque on va te vendre un produit avec un avantage fiscal, la raison potentielle pour laquelle on peut te le vendre, c'est parce que peut-être tu l'achèterais pas s'il n'y avait pas d'avantage fiscal. Ok. Parce qu'il n'est pas spécialement intéressant, Ah, donc potentiellement, tu risques de prendre un bien qui fiscalement est intéressant, par contre, par rapport à ta liquidité, à sa plus-value, qu'il n'est pas. par exemple. Ok. Ok. Et donc,
dans ce contexte-là, tu te fais biaiser par le biais de la fiscalité, mais au détriment de la qualité. Je vais te donner un exemple en Ouais, entreprise. dis-moi. En entreprise, tu peux engager des personnes avec comment on appelle ça? Un statut, j'ai oublié le nom, mais c'est un statut qui te permet de payer très peu la personne au début parce que tu dois toi-même la former. D'accord? Et cette personne, je sais pas, tu la payes 1 200 € par mois et c'est, je pense que ça s'appelle, nous on a quelque chose qui s'appelle plan impulsion. Je pense que c'est quelque J'en ai chose déjà comme ça. entendu parler. Je mais, pense que c'est ça, mais je suis plus sûr exactement. Ou alors, il y a encore un autre truc, mais on s'en fout. Le principe, il est lequel? Lorsque tu vas prendre cette personne avec ce statut où toi, tu vas devoir la former, peut-être elle va te coûter 700 € par mois. Est-ce que tu penses que cette personne, dès le départ, elle est aussi compétente qu'une personne que tu vas peut-être payer 2500, 3000 € par mois qui va entrer directement dans ton entreprise? Peut-être pas. Ça va dépendre recrutement. ça va dépendre de ton recrutement. Ouais. Mais la logique est que s'il y a cette aide, c'est parce que cette personne, potentiellement, elle a des difficultés, Ouais. ce type de profil a des difficultés à rentrer dans le monde du travail, et qu'il y a peut-être, j'ai bien peut-être, pas toujours le cas, mais il y a peut-être des raisons. Ouais. Et donc, Pas pour rien qu'il écoute et pas. donc, mais tout a un coût. Ouais, C'est bien ça sûr, que je veux bien dire. sûr. Tu vas faire une économie sur le salaire que tu vas payer, mais peut-être que ça va se faire au détriment de la qualité du travail qui est Ouais, réalisé. en termes peut-être tu vas devoir travailler 2 fois plus pour le former. Donc, au Peut-être. final, oui, bien sûr. Pas systématiquement, Mais peut-être. qui détermine ça? C'est ça que je comprends pas. Qui Qui détermine quoi? détermine si moi je viens d'une entreprise, je vaux 600 € par mois ou bien je vaux 3000 € par mois, tu comprends? Ah, mais c'est parce que tu es bénéficiaire d'un plan. Parce Ok. que, par exemple, ça fait, je sais pas, 3 ans que tu n'as pas été engagé par une entreprise. Ok, ouais, c'est bizarre. Déjà là, mais je comprends, ouais. Ça fait peut-être 3 ans que tu n'as pas été engagé Ouais. par une entreprise. Ouais. Et donc, comme on veut te réinsérer dans le marché de Ok, l'emploi, Ouais, t'es à des conditions avantageuses. ouais, je comprends. Tu comprends? Ouais, ouais. Eh bien là, c'est la même chose. En France, ils avaient quelque chose, je sais pas si ça existe encore, mais de toute manière, les détails, Plan c'est de pas réinsertion. ça. Non, plan, je pense que c'est Pinel, ça s'appelle. Des investissements La où loi Pinel, tu as j'en ai de entendu la parler, défiscalisation, d'accord? Donc, ton bien, tu peux davantage, fiscalement, il est intéressant, mais en réalité, tu vas l'acheter dans une zone qui est pas intéressante, Ouais. où tu vas certainement pas le louer, où en plus ton loyer, il est encadré, et tu vas l'acheter trop cher. Est-ce que dans le meilleur des mondes, tu peux trouver les deux? Fiscalement intéressant et en plus. Non. C'est vrai? Bah non. Donc t'es obligé de faire. Mais du coup, si on doit faire un choix, qu'est-ce qui est le plus intéressant sur les deux? Encore une fois, ça dépend de ta stratégie ou Mais vaut non, mieux aller de- vers de- la de- liquidité? Bah, de faire acheter des biens qui sont intéressants Et qui en seront l'état, voilà. et pas fiscalement intéressants. Ok, d'accord. Tu vois. C'est comme, tu vois, le principe de l'épargne pension. Lorsque Mhm. tu vas faire une épargne pension, je pense que tu as droit à une réduction de 30% d'impôts. C'est-à-dire, dans une épargne pension en privé, qui est limitée, dans laquelle tu peux mettre, je sais pas, ça doit être 1000 € par an, d'accord? Tu as droit, sur ces 1000 €, tu as 300 € de réduction d'impôts, d'accord? 30%. Donc, sur tes impôts, tu récupères 300 €. Et Mhm. cet argent, il est placé, d'accord? Mais sauf que cet argent, il est placé à du 1,5%. Mhm. Tu comprends? Ouais, c'est pas- Alors que toi, tu vas investir en bourse, tu vas avoir de la taxe sur les opérations boursières, d'accord? Mais ton argent, il est peut-être placé à du 10 ou du 12%. Donc, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Hmm. Et alors, c'est important de faire des graphiques et de voir sur le Oui. long terme. Et à Bien un sûr. certain moment, parce que j'ai fait ces graphiques-là, à un certain moment, tu vois que ton investissement en bourse, il va Il complètement explose par superformer. rapport à- Mais au début, ton autre investissement, il est plus intéressant. Ok. Tu vois, du 1,5%. Parce que grâce aux 30% de réduction Mhm. d'impôts. Mais en réalité, ta première année, ton rendement, il est de 30%. D'accord? Parce que tu places, tu as 30% de rendement. Mais ta deuxième année, il est plus que de 15%, parce que c'est plus que la moitié. Et au fur et à mesure, ton rendement diminue. Et donc, tu te retrouves dans une situation où c'est pas spécialement intéressant. Mhm. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est important. Tu dois considérer ta fiscalité, mais sans tomber dans le biais fiscal. Uniquement par rapport à ça. Et je peux te donner un dernier exemple si tu veux. Volontiers. Tu as un certain nombre de personnes qui, pour des raisons fiscales, achètent des voitures électriques dans leur société. D'accord? J'en ai parlé avec quelqu'un qui m'a dit qu'au final, il a fait les calculs, c'était pas du tout avantageux pour lui. Mais si la personne, Après, tout dépend, hein, j'ai pas que c'est si la général. personne elle achète une voiture électrique à 100 000 €, Mhm. au lieu d'acheter une voiture thermique, alors maintenant les prix des électriques ont un peu diminué, Ouais, mais on va au dire lieu à d'acheter 15 000. une voiture à 50 000, Ok, ouais, ok. à la fin, malgré que la voiture électrique soit déductible, Ça elle revient va plus lui coûter cher plus quand cher. même. D'autant que en termes de revente et de reprise à la fin, les voitures électriques, elles ont une décote qui est phénoménale. Ouais. Donc ta voiture de 50 000 après 3 ans, peut-être qu'elle en vaudra 35, alors que ta voiture de 100 000 après 3 ans, elle en vaudra 30. Ouais. Donc elle a une décote de 70 000 €. Ok, t'as tout déduit, mais ta décote, elle est tellement énorme et tu l'as payé tellement plus cher que c'est pas intéressant. Encore une fois, c'est du calcul à long terme à faire. Ok, C'est ça. Fiscalement, qu'est-ce que je gagne au bout de 20 ans? Fiscalement, qu'est-ce que je gagne sur le prix? Ok. Et donc c'est très important de pas tomber dans ce biais fiscal. Donc de tout calculer.
Ah ouais. Ouais. Si c'est Ouais, ton je vois. argent, c'est important que C'est tu vrai. puisses savoir C'est vrai. ce que tu en fais et qu'est-ce qui te coûte. Mhm. Ensuite, le point important suivant, c'est le fait de gérer efficacement ta location. De mettre en place une location, soit en fonction de ton statut, soit en la déléguant à des professionnels, donc de la location, soit en faisant ta location toi-même, mais de façon efficiente. Pour que, qu'est-ce que j'entends par là? Opter pour des biens de qualité qui ne vont pas te représenter des travaux permanents. Il y a beaucoup de personnes qui louent, et je pense d'ailleurs, si on peut se permettre, hein, tu avais un bien autrefois dans lequel tu étais locataire qui Horrible. voilà, n'était Une pas... grange. Et tu pourras nous partager ton expérience, Ouais, bien mais sûr. qui n'avait pas été certainement rénové de qualité. Ouais. Et donc, derrière, en fait, le propriétaire se retrouvait tout le temps à devoir faire des travaux certainement Clairement. qu'il ne faisait pas. Clairement. Et donc, ça crée de la tension, ça crée de la friction. Et soit tu n'attires pas les bons locataires, alors je pense que tu étais un bon locataire, Qu'est-ce que tu sous-entends? soit, J'ai récupéré si tu ma as un caution, bon tout va locataire, bien. Ouais. tu ne le gardes peut-être pas, Je l'ai fait trop longtemps. euh, parce que tu as un bien Mais qui est ouais, problématique. je Et toi-même, comprends en tant tout à que fait. bailleur, tu te retrouves avec des problèmes à régler tout le temps. En fait, ouais, c'est une discussion que j'ai eue avec le propriétaire. Le problème, c'est que je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a voulu faire ce que j'appelle des travaux cheap. Donc rénover assez rapidement. Peut-être qu'il a voulu, je sais pas, peut-être qu'il a tout refait la maison lui-même. Peut-être que c'est lui-même qui a fait les travaux avec ses cousins, je sais pas. Mais on voyait bien qu'il y avait des finitions qui étaient, et c'est pas, voilà, j'ai pas ça méchamment, mais on voyait bien qu'il y avait des finitions qui étaient pas faites. Chose que j'ai pas bien vue quand j'ai fait l'état des lieux. Donc Tu as aujourd'hui, été omnibulé par le prix. donc oui, donc aujourd'hui, et la localisation, parce que j'étais à côté de chez toi, maintenant je pouvais faire 48 heures par semaine au lieu de 35, vu que j'étais plus proche. Et en fait, surtout, maintenant je passe par un expert qui fait un état des lieux carré, comme ça au moins il n'y a pas de problème, il verra des choses que toi tu vois pas parce que ça reste son travail. Et en fait, le problème c'est que les petits problèmes qu'il n'a pas voulu réparer au début, finalement je lui dis aujourd'hui on se quitte en bon terme, c'est dommage. Mais j'ai dit ta salle de bain, tu dois la faire complètement, tu vas peut-être devoir refaire le plancher, ça va te coûter je ne sais pas combien. Alors qu'au début, si tu m'avais écouté, les petits problèmes, tu les avais réglés tout de suite, bah, tu n'aurais pas dépensé autant d'argent. Et en plus, au-delà de perdre de l'argent, bah, Dieu sait comment ça aurait pu se passer entre lui et moi. Parce que bon, il y a un moment, si c'est pas vivant et que tu prends de l'eau quand tu manges à midi, c'est pas trop normal. Donc ouais, je pense qu'il faut. C'est un peu comme la proactivité. Mhm. Accepter de mettre plus d'argent maintenant pour avoir moins de problèmes plus tard. Parce que si tu fais de la location, pareil, tu vas faire de la location dans le sud, c'est bien beau. Mais si tous les week-ends, ton colocataire il t'appelle parce qu'il y a des fuites d'eau, c'est invivable, quoi. Donc voilà. Exactement. Et il a eu beaucoup de chance que tu sois magnanime et que justement tu sois une personne qui prenne les choses avec beaucoup de recul et beaucoup de calme. J'avoue. Parce que ça aurait pu tourner différemment. Ouais, clairement. Et c'est pour ça, là, tu nous racontes une expérience en tant que locataire, mais en tant que bailleur, pour lui, ça devait également être ennuyeux. Mais c'est entièrement de sa C'est faute. hyper stressant. Il est responsable. Bien sûr. Et donc, l'idée, c'est justement de faire en sorte d'optimiser pour que les choses fonctionnent. Et moi, j'ai vendu récemment un appartement à une personne. Cette personne s'est retrouvée face à un problème avec une cuisinière. Dans les 24 heures, la personne, elle a résolu le problème, tu vois. Et donc, ça veut dire coup de fil, commande, hop, le matériel arrive. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la locataire, il n'y a pas de problème pour elle. Tu as un bailleur qui est professionnel, qui Bien sûr, règle bien les sûr. choses. Alors, c'est pas moi qui lui ai vendu une cuisine qui était défectueuse. Simplement, voilà, c'était juste pour chauffer. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, À un bien moment sûr. donné, C'est ça des tombe, mesures, ça c'est, tombe, bien sûr. ça tombe en hors service, mais cette personne, elle a résolu, d'ailleurs, je suis en contact avec elle, donc c'est comme ça qu'on en a discuté, elle a résolu immédiatement le problème. Et donc, mais le reste du bien est de qualité, donc elle va pas se retrouver face à d'autres Puis c'est problèmes. aussi une façon de se protéger en tant que propriétaire, parce que la plus grosse crainte que les gens ont sur la location, c'est que les gens ne payent pas. Si moi demain je loue ta maison et qu'au bout de 6 mois j'ai l'eau qui coule par le plafond, je peux très bien te dire écoute mon coco, moi je paye plus mon loyer. Donc légalement, voilà, bref. Mais je connais des gens qui payent plus le loyer depuis 6 mois pour des problèmes, et aujourd'hui le gars il gagne pas son argent, quoi. Juste parce qu'au départ, il est passé au-dessus de petits problèmes, il s'est dit allez on va fermer les yeux. Mais à terme ça vous rattrape toujours. Clairement. Après, si les gens ne payent pas, il y a une solution. Hein. Les Albanais. Non. Récemment, j'ai vu une vidéo passer d'un propriétaire en France qui a retiré tous les châssis de sa maison parce que sa locataire, manifestement, la presse mainstream disait qu'elle payait. Elle a dit oui, ça fait 6 mois que je paye. Mais bon, ça fait 6 mois qu'elle paye. Si ça veut fait dire 3 que- ans que t'es là, bon, ça fait pas beaucoup d'argent. Donc je sais pas quels ont été les Ouais. arrangements, mais en fait le propriétaire est venu Il a enlevé les retirer fenêtres. tous les châssis Ok. T'inquiète et pas les qu'elle a... portes et les portes de la maison. Et là, elle a retrouvé de l'argent pour le loyer, bizarrement. Alors évidemment, ce sont pas le type de On vous choses encourage pas à faire ça. qu'on encourage, mais effectivement, les gens sont inquiets du fait que les locataires ne payent pas. Mais si tu choisis bien tes locataires de par la qualité de ton bien et que
en plus tu règles tous les problèmes, tu limites considérablement les risques auxquels tu es exposé. Le point suivant, pour moi, c'est celui de baisser les risques. Alors, justement, de baisser les risques, c'est quoi? Et de les anticiper, c'est de mettre en place toutes les choses qui vont être nécessaires pour éviter de te retrouver dans une situation complexe. Exemple, avoir les bonnes protections juridiques, avoir les bonnes assurances lorsque tu vas réaliser tes travaux, pour pouvoir être couvert par rapport à l'entreprise qui réalise les travaux si elle est défaillante. Avoir les assurances qui vont bien pour tes locataires, de manière à ce que ce soit même toi. Moi, c'est ce que je fais. J'ai une assurance abandon de recours. Ça veut dire que moi-même, en fait, je couvre mon bâtiment en assurance incendie et derrière, libre au locataire de prendre une assurance pour couvrir les biens qui lui appartiennent à l'intérieur du bâtiment. Donc même si le gars il prend pas de... Ok, donc si le gars il veut pas assurer sa maison et qu'il y a un problème à ta maison, toi t'es quand même oui, parce que assuré. le locataire va te dire tiens, j'ai assuré le bien, il va te montrer la quittance, mais admettons, il a un paiement qui est mensuel. Et il a juste payé le premier mois. Toi, tous les mois, tu vas pas lui demander pour vérifier que le bien est assuré. Et puis derrière, il sera plus assuré. Et toi, tu te retrouves dans une situation où si demain il y a un incendie, ton bien il est pas assuré. Et là, tu te retrouves dans des situations Et problématiques. même ça, on n'y pense pas, mais moi j'ai connu quelqu'un qui a perdu sa maison dans les flammes, tu vois. Mhm. Et quand ça t'arrive, crois-moi que tu regrettes de ne pas avoir d'assurance. Donc oui, peut-être ça t'arrivera jamais, mais si ça t'arrive, faut prendre conscience de tout ce que tu peux perdre, quoi. Exactement. Tu parlais également de l'état des lieux. Oui, faire encadrer son état des lieux par un professionnel pour qu'il n'y ait pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Et donc l'idée, voilà, c'est d'essayer de baisser au maximum les risques, parce que la question de départ, c'est comment les choses à savoir absolument en investissant en immobilier. Et selon moi, le principe, c'est que ce que tu vas faire en immobilier, c'est censé être safe, c'est censé être stable. Ouais, et donc, étant donné que c'est safe et stable, c'est important de mettre en place un maximum de choses pour que derrière, de ton côté, le risque il soit diminué. Mais je pense que les soucis qu'il y a aussi dans l'immobilier à ce niveau-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent avant tout à l'argent qu'ils vont gagner et ils oublient que derrière, tu as quand même des obligations vis-à-vis des gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prennent les agents immobiliers comme des voleurs. Au final, moi, je vois un peu ça de l'inverse. C'est-à-dire, moi, je permets à quelqu'un de vivre dans un logement qui est sain, qui a un bon PEB, dans lequel il se sentira bien. Et en fait, c'est donnant-donnant, tu vois. J'ai aucun intérêt à lui voler de l'argent, à faire que son bien soit insalubre. Et au final, voilà, je pense qu'il faut agir en bon père de famille. Et voilà, et pas courir qu'après l'argent. Si tu as de l'éthique dans ton travail, tu gagneras de l'argent. Et ça, souvent, on va dire en France que pour gagner de l'argent, il faut voler les autres. Ouais, c'est ce que je Mais ça, c'est une maladie mentale. Il faut anticiper également les coûts d'entretien. C'est-à-dire, c'est bien de prévoir qu'un bien, ça s'entretient. Même si tu as des locataires dedans, tu dois entretenir régulièrement ton bien. Peut-être tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Il faut prévoir qu'il y aura des choses à faire pour que le bien reste en l'état. Parce que sinon, un bien naturellement va se dégrader. Et ça, c'est important de pouvoir également le budgétiser pour avoir un patrimoine de qualité. Parce que si tu ne fais pas les entretiens qui sont nécessaires, à terme, tu vas te retrouver avec des problèmes. Et encore une fois, tu vas payer plus cher à la fin que ce que tu as dû payer. Exactement. Et donc ça, c'est également un point qui est important. C'est de budgétiser, quelles sont les choses que je vais devoir faire à terme pour pouvoir maintenir ce bien en bon état de fonctionnement, les rafraîchissements qui sont nécessaires, les maintenances qui sont nécessaires, et suivre ça de près, comme le fait un bon père de famille. Même si on ne peut plus dire cette expression, qui est parce que c'est misogyne. Bon père de famille, une bonne chaise de famille. Alors, il faut également une bonne base de famille. Construire un réseau de professionnels. Avoir un réseau de professionnels autour de toi. Donc comptable, agent immobilier, ces choses-là, assureur, notaire, assureur. Banquier, notaire. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de beaucoup détailler ce point-là, mais c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, d'être entouré de professionnels. Quand tu veux faire les choses comme une bonne chaise de famille, il est important que tu sois encadré par des personnes qui sont compétentes, dont c'est le métier, parce que toi, c'est pas ton métier. Pas du tout. Sauf si tu es un investisseur et que tu fais ça au travers d'une société, là, à ce moment-là, évidemment, c'est quelque chose de totalement professionnel. Et donc, tu as besoin de toute manière d'avoir également un réseau de professionnels partenaires avec lesquels tu dois travailler. D'accord ? Et je pense que le dernier point, il est important. On parlait de stratégie au départ. Mais court, moyen terme. Voilà. Et long. Et le dernier point, c'est celui d'évaluer et d'ajuster régulièrement ta stratégie. Ouais, ok. Donc, si tu pouvais détailler. Alors, si je peux détailler. Mais tu as déterminé... Plus dans quel cas tu dois, par exemple, un exemple de « Ah, tiens, là, je vais peut-être commencer à ajuster
ma stratégie. Mais c'est-à-dire que tu t'es fixé un objectif de long terme, tu as mis en place des actions, et puis tu te rends compte que soit tu seras en avance sur ton plan, Ok, soit t'es en retard. soit tu es en retard, soit il y a des choses qui n'étaient pas prévues Ouais. du tout. Et donc, à ce moment-là, tu vas devoir réévaluer ta stratégie. Je peux te faire part d'une expérience. Mhm. J'ai acheté un bien dans lequel j'avais donc des travaux à réaliser. Ouais. Investissement en tant que bon père de famille, investissement personnel. Sauf que les travaux ont été budgétisés par une personne aujourd'hui que je peux qualifier de formellement incompétente. Et cette personne incompétente donc, m'a remis un devis que j'ai fait entrer à la banque pour obtenir mon crédit. Sauf que ce devis était, dans les faits, sous-évalué de 100 000 euros. Wow. Or, j'ai deux choix. Soit je termine les travaux. Mais je perds beaucoup d'argent. Ah non, je perds pas d'argent. Je dois trouver 100 000 euros. Oui, mais ouais. Voilà. C'est plus cher que la base, quoi. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, par rapport à ton plan initial, le bien était trop cher par rapport à ce que tu voulais, du coup, avec les travaux. Non, terme. parce que malgré tout, à la fin, Ok. j'ai une plus-value latente qui est intéressante. Ok. D'accord. Ouais. Mais du coup, t'as réajusté. Voilà, mais ça devait être une opération qui devait être Courte. rentable. Oui, rentable presque hors du commun. Ok. Mais pas trop beau pour être vrai. Mais Mm. voilà. Et d'un autre côté, il y avait un délai prévu. Mhm. Sauf que le délai s'est rallongé. C'est Oui, logique. vu que les travaux sont plus longs. Voilà. Ouais. Et de l'autre côté, il y a un budget. Mhm. Et donc, si derrière, il y a cette situation, je dois y faire face. Alors, évidemment, je fais toujours face au problème. Donc, et j'abandonne jamais. Donc, j'ai fait face, évidemment, à la situation. Sauf que, dans ma stratégie aujourd'hui, je dois la réajuster Mhm. par rapport à ce bien-là en question. Mhm. D'accord ? On parle d'un immeuble de rapport. Pourquoi ? Parce que je me retrouve face à une situation qui n'était absolument pas anticipée. Moi, j'avais anticipé d'avoir un crédit de autant, d'avoir une mensualité de autant et d'avoir une plus-value latente de autant. Sauf qu'aujourd'hui, je me retrouve avec une plus-value latente Qui baisse. qui est un peu en baisse. Mais par contre, par rapport à mon crédit, j'ai un disponible qui est nettement supérieur. D'accord ? Et de l'autre côté, mon montant de mensualité, il est toujours le même, étant donné que mon crédit n'a pas bougé. Mhm. Mais on est sur un bien où, aujourd'hui, j'ai moins de liquidités. Logique, j'ai dû les injecter. Mais de l'autre côté, j'ai davantage de disponibles à mettre potentiellement en garantie. Et donc, mettre en garantie pour pouvoir acheter un autre bien à partir de ce bien-là. Maintenant, la question, c'est, OK, comment je vais réajuster ma stratégie en prenant en compte cela ? Et donc, évidemment, c'est ce sur quoi je travaille pour faire un autre investissement qui sera complémentaire à un moment donné par rapport à cette opération, mais de façon qui soit cohérente par rapport à la nouvelle situation. Tu comprends ? Et donc, c'est ça que je veux dire par ajuster sa stratégie, pardon. C'est, à un moment donné, tu as un plan. Le plan, il est de telle manière, si dans les faits, il ne se déroule pas comme ça, et que toi, tu vas au bout de ce qui est prévu, comment tu vas changer et faire une petite déviation sur ta route pour arriver toujours vers le même Est-ce objectif. que ça peut être, par exemple, voilà, j'ai prévu j'achète un immeuble de rappeur, 3 appartements, de rapport, pas de rappeur. 3 appartements. À la base, j'ai prévu de faire la location. Je me rends compte que j'arrive pas à le louer. Je suis pas sûr de la revente, par exemple. Là, ça, c'est vraiment une grosse erreur. Ok. Là, c'est une erreur qui te met à peut-être, je vais pas dire hors jeu, mais oui, potentiellement, tu devras peut-être envisager de la revente. Ok. Donc voilà. Et alors, j'ai d'autres exemples, mais par contre, ce sont des exemples dont je peux pas parler, mais on pourra en parler en off, mais où effectivement, il est important de pouvoir réadapter sa stratégie. Ok. Ça va ? Je pense qu'on a vu la totalité Ouais, des de points comprendre qui sont l'ensemble. vraiment essentiels lorsqu'on veut investir dans l'immobilier. Et évidemment, il y a d'autres choses aussi. Ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez trouvé l'épisode intéressant, c'est de partager en commentaire, justement, vous, de votre côté, quelles sont soit les choses qu'on a partagées qui vous ont marqué le plus, auxquelles vous n'aviez pas pensé, ou s'il y a d'autres éléments qui pour vous sont intéressants lorsqu'on souhaite investir en immobilier à considérer, également de nous partager en commentaire. Ou un exemple de réajustement, je serais curieux de voir un petit peu. De réajustement. Bah, si quelqu'un justement avait une stratégie de base, il y a eu un souci et puis finalement a dû réajuster comme il pouvait, et puis ça serait intéressant. Exactement. Voilà. Au plaisir de se revoir dans un prochain Tout épisode à fait. où on a prévu de parler de la stratégie de Donald Trump en immobilier. Et où tu répondras à mes questions cette fois-ci. Où je répondrai à tes questions comme toujours. Allez.